vraiment la carte magique parce qu'en 48 heures, ça a tout ouvert. TF1, M6, l'équipe. Mais on avait l'opportunité d'aller déjà faire une Coupe du Monde quand même en 2011. Et en fait, on a eu un problème justement avec la Fédé. Littéralement, les 6 mois qui suivent, tous les matins quand on se réveille avec Karine, on se pince, tu vois, on se dit mais c'est vrai. Greg, merci d'être venu dans cette première édition d'un podcast où il n'y a même pas de nom pour le moment ni rien. Ça me fait très plaisir que tu sois là. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es l'une des figures les plus importantes du parachutisme en France et même aussi à l'international, je pense. Merci. Surtout dans la catégorie free fly. Donc pour expliquer un peu ça, c'est un peu faire de la gymnastique dans le ciel, donc enchaîner des acrobaties dans une chorégraphie, dans plein de compétitions différentes. Bon là c'est le moment où je vais te saucer un peu, mais où tout le monde va se dire ok waouh, t'as été 4 fois champion de France, t'as gagné la Coupe du Monde, les championnats du monde, t'as établi plein de records du monde aussi. On va pas s'étaler plus, mais comme ça ils iront voir les gens. Mais t'as fait énormément de choses. On va voir que t'as eu une carrière quand même assez atypique, qui a failli ne jamais avoir lieu, d'ailleurs. On va parler de tout ça. Est-ce que c'est bon, t'es bien installé, Allez, ça super. va? Merci de m'accueillir déjà. Bah pas de soucis, franchement, allez, ça me fait très plaisir. Ok, donc ton histoire, si j'ai bien compris, elle commence dans les années 80. Toi, t'es un enfant encore à ce moment-là, t'es fan de Superman, tu sautes de la cabane de ton jardin, c'est ça? Et à ce moment-là, est-ce que toi, tu te dis que peut-être dans quelques années, tu sauteras à des milliers de mètres d'altitude pour faire du parachutisme ou... Non mais déjà t'es bien informé, hein. Tu sais des trucs. Hein. Non, alors, je suis né en 81, ça semble Et puis donc il y avait cette version de Superman de l'époque avec Christopher Reeve, donc c'est les vieux Superman. Et c'est vrai que moi ça m'avait scotché, je pense découvert ça à 6-7 ans. Et j'avais pas fait lien avec le parachutisme, mais juste je trouvais ça dingue effectivement d'avoir ce pouvoir-là de voler. C'est-à-dire que tout le monde peut trouver ça pratique dans le sens, c'est génial, tu vas d'un point au point B. Mais moi, je voyais ça déjà à une dimension supérieure. Je trouvais ça dingue. Ouais. La liberté, genre. La liberté, et puis il y avait, je sais pas, une espèce déjà de, en tout cas dans l'analyse vraiment de Superman, une responsabilité en plus. Comme tu as l'avantage d'avoir ce pouvoir. Voilà, tu vois par au-dessus, tu peux arriver par au-dessus, machin et tout. Donc c'est un pouvoir qui engendre des responsabilités. Et du coup, c'est venu plus tard après l'envie de faire du parachutisme. Voilà, donc là, fan de vol, mais pas encore de licence de parachutisme, là, clairement. Et donc, c'est vrai que je l'explique des fois dans des interviews. Mon père était pilote loisir des petits avions, même de Montgolfière, j'ai vu. les Cessna. Les Cessna 172, 180, un petit peu toutes les tailles. Et il s'est mis à Montgolfière un peu plus tard aussi. Mais en tout cas, il l'a passé, lui, quand il avait 17 ans, son brevet de pilote. Okay. Donc, ce qui est fou, c'est qu'il avait son brevet de pilote avant même d'avoir son permis de conduire. Donc, il a vraiment eu une grosse histoire d'amour avec l'aéronautique, certes par l'avion au début et après par le Montgolfière. Mais c'est même pas ça qui m'a donné envie. C'est-à-dire, il m'amenait de temps en temps faire des tours en avion. Ouais. Ça me faisait même un peu peur. Je dois être honnête, j'étais petit, tu vois. Donc, tu arrives à cette hauteur-là des fenêtres, tu vois, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, tu trouves ça cool, mais à chaque fois au début, c'est hyper impressionnant. Quand t'es gamin, c'est hyper impressionnant. C'est des hauteurs de... Mais un jour, on va sur une structure qui faisait aussi du para. Ouais. Et là, je vois des voiles qui s'ouvrent et des mecs qui se posent devant moi. Et là, je dois avoir 8 ans. Donc là, je me dis, donc il y a des mecs qui font vraiment ça. Genre, c'est pas un film ou quoi, il y a des mecs, ils sont on est dans la vraie vie. Voilà. Donc là, impact émotionnel quand même du truc, tu graves dans le disque dur, ça existe. Et encore un peu plus tard, comme ça tu sais tout, 12-13 ans, là moi je suis vraiment dans la période hollywoodienne où il y a plein de films qui sortent. Ils sortent tous d'un coup. C'est la battle avec celui qui va trouver la scène de chute libre la plus dingue. Et donc bien sûr, Point Break c'est la référence, mais il y en avait beaucoup d'autres. Et là je vois tous ces films, et d'ailleurs je cherche même dans quel film, qu'est-ce qui va... Quel film inclut des scènes de chute libre, parce que je cherchais à collectionner toutes ces scènes de chute libre. Vraiment, tu te les faisais tous, j'étais devenu marathon, addict, et je voulais voir... alors c'était souvent un agent secret, ou alors un super-héros, ou alors un super-héros, un mec des forces spéciales, ou il y a toujours un mec un peu vraiment chaud qui avait cette aptitude en plus parachutiste, ou alors c'était comme dans Point Break, c'était des mecs qui kiffaient la life, les surfeurs, et puis Slash aussi, du coup c'est une compétence aussi cool à avoir, voilà. Mais le virus avait pris là tout de suite. J'avais 12-13 ans, j'avais pas du tout encore l'âge de sauter, et pourtant c'était évident que ça allait faire partie de ma vie, quoi. C'était sûr. Parce que du coup ton premier saut, toi, tu le fais à 15 ans, c'est l'âge 16 ans. Ouais.
C'est l'âge légal? Alors j'aurais pu faire 15, un saut en tandem, mais je voulais vraiment faire tout de suite un saut de solo, formation. Je voulais pas ouais. faire un saut découverte parce que je trouvais ça... Déjà, mes parents cautionnaient pas, donc il fallait pas cramer les cartouches quand t'allais les voir en disant j'ai envie de faire ça, machin et tout. Non, mais en plus, je voulais pas faire une découverte pour être sûr que je savais que ça allait me plaire. Ouais. Que ça allait me faire peur, mais que ça allait me plaire. Donc j'ai dit non, je vais pas cramer une cartouche à faire un saut en tandem. Ok. Ça va presque plus me frustrer qu'autre chose. Non, je veux faire la formation. C'était 16 ans. Et la formation économique qui fonctionnait, c'était les sauts en automatique. Donc au début, j'ai jamais fait de... Enfin, je suis pas monté tout de suite en haute altitude. Ouais. C'était les sauts basse altitude en automatique. Ouais, le parachute qui se déclenche tout seul. C'est ça. Ok. Ouais, t'es accroché à l'avion, voilà, c'est ça. Et c'est ton éloignement avec l'avion qui déclenche l'ouverture de la voile. Tu dois quand même gérer l'arrêt et l'atterrissage ou... Ouais, si, tu gères tout. En Ouais. fait, tu essaies d'avoir une belle posture déjà, pour bien une belle présentation à l'air, pour essayer justement d'être Ouais. axé tout le long de cette phase d'ouverture de voile. Après, si tu tournes sur toi-même, tu auras quelques tours, quelques twists, mais sous ces formats de voile rectangulaire, c'est pas gênant. Ouais. Ça fait pas de torche comme on voyait dans des très avant, vieux ouais. films, quoi. Mais effectivement, une fois que la voile s'est ouverte, t'as un job. Hein. Tu dois du coup prendre des commandes, vérifier Ouais. que la voile elle est saine pour se poser, parce que si tu détermines qu'il y a une commande qui est bloquée ou qu'elle freine pas, eh ben, tu dois justement faire la procédure. La procédure d'urgence, un La peu. procédure d'urgence. Mais donc, si tu détermines que tout va bien, tu navigues comme ce qui a été prévu. Tu as un parcours à suivre sous voile. Ok. Normalement, tu as une radio, un mec qui te confirme qu'effectivement, reste un peu plus longtemps encore là, ou commence ton circuit, ou enfin bref, tu es guidé jusqu'au Ouais. posé. Donc, tu es pris en charge quand même, tu n'es pas laissé à l'abandon. Et enfin, du coup, toi, tu fais ces premiers sauts, tu comprends que t'aimes bien le parachute, mais à ce moment-là, c'est pas du tout l'idée d'en faire une carrière. Toi, à ce moment-là, tu veux aller dans la marine, c'est ça? C'était pas l'idée. Alors, moi, c'était la confirmation que c'était un truc de fou. Ouais. Toi, tu mets le parachute sur le dos, tu montes dans des avions, t'as l'odeur de l'avion, T'as l'adrénaline, l'altimètre. t'as tout, T'es dans un film direct. Toi, Ouais. En plus, t'as 16 ans, tu t'es à fond. J'insiste quand même, c'est très impressionnant. Faut être honnête quand même, c'est quand t'as 16 ans, ça fait même peur. Bon, tu ça vois. fait très peur. Ouais. Mais quand tu prends sur toi, je veux dire, la satisfaction que t'as à chaque fois que t'es dans ton saut et que tu te poses, ça dépasse largement la montée de stress que tu as quand tu es dans l'avion à te dire, parce que ça dure quand même pas mal de sauts, à dire mais qu'est-ce que je fous là, tu vois. Ouais. Donc tu as quand même à chaque fois beaucoup plus de plaisir à l'arrivée et tu te dis non, je fais un truc de fou. Donc je savais que voilà, ça y est, c'était la confirmation, ça va faire partie de ma vie, mais pas de prétention à cet âge-là de dire je vais être moniteur ou je vais être compétiteur. Non, c'est trop tôt encore. Ouais, donc à cet âge-là, toi, c'est quoi que tu t'imagines faire, genre dans les 10 ans qui arrivent Avec le para, j'ai pas une idée précise. Moi, j'étais en train de partir. Enfin, j'avais que 16 ans, donc je m'imaginais partir en fac de sport. C'est ce que j'ai fait Ok. après le bac. Mais si tu veux, j'avais pas une idée précise déjà du métier que j'allais forcément faire. Je savais pas si j'allais avoir un rattachement avec l'armée ou pas. C'était vraiment flou. Là, pour Ouais. l'instant, c'était un peu comme mon père le faisait, j'imagine. C'est-à-dire que, tiens, lui, il fait de l'avion et de la montgolfière, mais c'est un passe-temps, c'est pas son vrai métier. Bah, pour l'instant, moi, c'était pareil, le para. C'est-à-dire, Ouais. c'est une passion, ça sera pas forcément un métier. Toi, ça prend vraiment beaucoup d'années avant que j'arrive à constater tout ce qui se passe dans le para. Et avant que je commence tout ce qui est possible d'être fait. Et c'est vrai que c'est arrivé, je pense, 5-6 ans plus tard, 22-23 ans, je commence à voir justement dans des magazines et des vidéos des mecs qui font des trucs très pointus. Il y avait des compétitions à l'époque aux X Games de Skysurf, Ouais. qui étaient hyper bien filmés en plus. C'était des avions qui les suivaient en chute libre. Enfin, il y avait des trucs de fou, quoi. Et tu commences à avoir des compétitions à l'international de ça. Les X Games, c'était quoi? C'était Et ben, ils faisaient ça une fois par an. Et les jeux extrêmes un peu. Ouais, Extreme Games. Ils faisaient Ok. ça aux US. Ça cartonnait. Enfin, je sais même plus sur quelle chaîne c'était rediffusé en France. Mais c'était dingue. Et en fait, le fait... normalement, au niveau jugement, t'as que le point de vue du vidéoman qui te suit. Parce Ouais. qu'en plus, c'est une équipe. Que tu fasses du freestyle ou du free fly ou du skysurf ou n'importe quelle discipline, le vidéoman, il fait partie intégrante de l'équipe. Il Bah, a lui clairement. aussi le titre si jamais tu arrives à gagner un titre. Parce qu'en fait, il est difficilement remplaçable. Il s'entraîne tout le temps, il est au courant des déplacements, des inerties, des placements qu'il est censé avoir. Il a une ligne de vol très compliquée à faire en fonction du saut, donc il fait vraiment partie de l'équipe. Mais les images que tu avais aux X Games, c'était un avion qui suivait les mecs. Ouais. Donc du coup, comme il était très loin, il était très zoomé, du coup le sol défilait derrière les mecs, mais À une vitesse. de dingue. Et
ça rendait encore plus irréel Plus les impressionnant vidéos. le Mais truc, c'est quoi ce truc de fou, quoi. Donc c'était aussi un truc qui m'attirait aussi. Mais d'ailleurs, j'y pense, enfin, la question vient d'arriver, mais maintenant, avec l'arrivée des drones et tout, est-ce que ça a jamais été pensé de remplacer les cadreurs, enfin ceux qui vous filment, par justement des pilotes de drones? Alors techniquement, je pense qu'on pourrait le faire. Là pour l'instant, il y a parce qu'il y a maintenant on a des drones qui passent les 200 km/h. Donc il y a beaucoup de suivi en saut de falaise, donc les proximity flight. Maintenant, il y a de plus en plus de drones qui accompagnent. Surtout s'il y a des trucs un peu sensibles, du coup, c'est plus safe que ça soit un drone qui aille frôler les arbres plutôt qu'un mec sur une ligne de vol parallèle plutôt qu'un vrai mec. Mais ça se fait déjà entre guillemets. Après de le faire. La plus-value de le faire de saut d'avion, je suis pas sûr parce que ça enlèverait du charme aussi. C'est quand même bien d'avoir un autre être humain avec qui tu partages un truc plutôt qu'un mec au sol, un pilote de drone. Même s'il y a une entente, c'est pas le même truc. T'as envie, à mon sens, en tout cas, t'as envie c'est une équipe entière. T'es ensemble à 4000 mètres. T'as chaud ou froid ensemble. Tu vis les mêmes sensations. Pour moi, c'est une équipe à ce moment-là qui doit être humaine. Ça doit souder de ouf. Ah bah ouais, clairement. Tout l'entraînement, plus les compètes, le stress, les échecs, les réussites, pour moi, ça reste un truc. Faut que le mec il soit à côté, quoi. Ah, clairement. Mais du coup, là, on arrive dans ta vie où tu fais ta fac de sport. D'ailleurs, tu passes aussi ceinture noire de karaté. Oui. Ok. Ouais, j'ai fait plein de trucs. Mais ça t'a apporté. Ouais, alors j'ai toujours fait plein de sports parce que je voulais être multi-casquette. Multitâche, tu voulais tout tester. Multitâche, je voulais un peu couteau suisse. C'est-à-dire que ils m'ont rendu un peu fou tous ces films que je regardais sur les scènes de chute libre. Et c'est vrai que j'occulte un peu le reste, mais il y avait le reste aussi. Je voulais être fort en natation, en plongée, en tout. Dès que tu faisais un domaine, tu voulais le pousser. Tout le temps. Okay. Et mon stage, par exemple, au lycée, je sais pas si t'avais ça, toi. Tu dois choisir un stage d'entreprise déjà. C'est pas toutes les écoles qui le font. Non, j'avais pas ça. T'as 14-15 ans, t'es peut-être 16 à tout casser, mais je suis même pas sûr que t'aies 16 ans. T'es vraiment jeune. Et tu peux déjà faire une semaine en entreprise. Donc souvent, si, j'avais ça en troisième. Les gens ils regardent aussi parce que ça peut aider pour tes choix en première terminale aussi, tu vois, de dire voilà. Et moi j'ai fait chez les pompiers. En plus dans la section grimpe, le truc de milieu. Ça devait être incroyable. C'était pas ultra. Ils prenaient tout le monde. Non, ils l'avaient jamais fait. C'est moi qui l'aurais. Ils m'ont dit on l'a jamais fait. Je dis mais moi je vais le faire. Okay. Ils m'ont dit faut que vous soyez au moins 3 ou 4. Alors autant dire que j'ai trouvé 3-4 potes. T'as hyper facilement. Tout le monde. Les gars, j'ai trouvé un stage chez les pompiers. On va faire de la plongée, de la descente en rappel. Ouais. Bah tu m'étonnes. Tout le monde. C'est le meilleur stage au monde. Ouais. Donc j'avais fait ça. Donc si tu veux Donc j'ai passé la flèche de bronze, le dauphin d'argent, j'ai passé 1000 trucs dans tous les sports. Mais c'est vrai, en plus j'en parle jamais. Mais grâce à mon père aussi, ça c'est entièrement grâce à lui, j'ai été plus jeune pilote de France de montgolfière. J'avais 17 ans aussi. Mais donc plein de trucs, tu vois, j'ai pas le temps de raconter. Et en parallèle, il y avait le karaté. Le karaté, c'était le truc que je gardais le plus. Ouais. Parce que tous les sports, je les faisais 2-3 ans. Parce que j'en faisais le tour où je trouvais un autre truc à faire qui remplaçait un peu. Ouais, par exemple le judo, j'ai fait que 2 ans, tu vois. Ouais. Le basket, en fait, on m'avait menti. En fait, j'étais beaucoup trop petit pour faire du basket. Non, mais je rigole. Le basket, pareil, j'ai pas fait très longtemps. C'est que mon père en avait fait beaucoup et j'en ai fait aussi un peu pour lui. Donc tous ces sports-là, j'en ai pas fait forcément très longtemps. La gym, j'ai fait 3 ans. La gym, c'était un bon tronc commun aussi du sport en général. Puis ça a dû te resservir après, j'imagine, la gym. Et on le recommande, même avec Karine, tu vois, on recommande aux jeunes parents avec qui on bosse de temps en temps ou qu'on échange, on dit mettez vos gamins à la gym parce que c'est super utile commun, école du cirque ou gym, c'est le top du top. Mais donc le karaté par contre c'est le seul truc que j'ai gardé parce que je trouvais que c'était très long avant d'être performant. C'est-à-dire que tu pouvais pas court-circuiter, tu vois. C'était avant de maîtriser tous les katas, avant d'être vraiment performant de manière générale en défense, tu dois avoir la discipline, tu dois t'entraîner. Exactement. Okay. Et ça continuait de me nourrir en discipline, en respect, en plein de trucs. Et puis j'étais un peu hyperactif bourrin, donc ça me canalisait, tu vois. C'était très très bien le karaté. Et le pire, c'est que j'étais déjà ceinture marron en première. Okay. Et j'aurais pu faire en terminale. Et donc, j'ai juste fait une 2e année de ceinture marron. Je me suis pas inscrit en ceinture noire à cause d'un conseil d'un mec qui me disait « Ouais, non, t'es en train de passer le bac, c'est le meilleur moyen de rater les 2, je sais pas quoi. » Et en fait, je le regrette énormément parce que ça parlait de lui, en fait. C'était lui qui avait... c'était ses peurs à lui. C'était ses peurs à lui. Et en fait, moi, j'étais un peu frustré de pas avoir fait ce truc-là.
Et en plus, je suis parti dans mon cursus fac de sport. Et après, j'ai fait sauveteur en mer. Et après, je suis arrivé à école marchande à Nice. Et en fait, c'est une fois à Nice que je me suis dit, j'ai toujours pas la ceinture noire. Et je l'ai repassé 4 ans plus tard, en fait, la ceinture noire. T'avais pas trop perdu? Tu continuais d'en faire à côté quand même? Il a fallu que je fasse presque 1 an et demi de remise à niveau. Donc, pour dire, tu vois, en tout cas, j'ai 9 ans en tout cumulé de karaté, que je regrette pas, hein, mais j'ai passé ma ceinture noire tardivement à cause de conseils d'un mec que j'aurais pas dû écouter, quoi. Mais ça, au final, c'est pas grave, c'est très bien. Mais oui, j'ai fait la ceinture noire de karaté et je conseille. Passer une première date d'un sport de combat, non, vraiment, ça ouvre. Ça apprend la discipline, ça apprend plein de choses. Puis tu achèves un truc. Alors, beaucoup de gens qui sont vraiment à fond dedans vont dire bah non, le ceinture noire, c'est le début de plein de trucs. Alors, et c'est une réalité aussi. Une fois que tu es ceinture noire, tu vas encore passer à un autre cap. Mais c'est aussi un achèvement en soi de tout le process d'initiation. C'est quand même une belle marche. Et du coup, là, tu passes ta ceinture noire. Et si j'ai bien fait mes recherches, 1 an plus tard, grosse décision dans ta vie. On va parler d'une personne dont on n'a pas parlé pour le moment, mais c'est ta femme et compagne Karine Joly. C'est ça. Donc, toi, tu te poses des questions sur ce que tu dois faire. Et elle arrive à te convaincre de lancer une carrière dans le parachutisme. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? C'est presque ça, donc pas mal. On commence à vivre ensemble avec Karine et du coup elle avait des compétences elle dans architecte d'intérieur et design et comme moi je travaillais déjà dans les bateaux, je lui dis ça serait trop bien que tu utilises cette compétence-là, cette formation-là, mais dans les bateaux. Et elle me dit moi je connais rien au bateau, machin et tout. Je dis à mon avis, c'est quand même des compétences bien et tu peux l'adapter, je pense, au milieu du nautisme. Et je lui dis, donne-moi un CV, dès que je peux, je trouverai un truc à faire, tu vois, avec ça, tu vois. Je te raconte ça parce que elle est sympa, cette anecdote. Et j'avais l'habitude, donc là, c'est dans le passage de ma vie où j'étais capitaine de bateau. Et j'ai l'habitude de demander à chaque fois à l'agence des informations sur les gens qui louent. Donc moi, j'étais loué 1 journée ou 3 jours max. C'était la période max de location de mon bateau. Et je demandais à chaque fois systématiquement l'origine du mec qui louait, tu vois, et puis si on savait ce qu'il faisait dans la vie. Son histoire. Parce que je trouvais ça sympa de savoir en avance, tu vois. Enfin, je sais pas. J'aimais bien savoir ça. Et un jour, ça tombe. Ça faisait peut-être même pas 1 mois que Karine m'avait filé son CV, donc elle était toujours en train de le chercher, mais c'est pas facile évidemment dans le sud de la France. Et là, ça tombe. Ah bah tiens, le prochain qui loue, c'est un Norvégien, et puis en plus, il est architecte d'intérieur et tout. Je fais comme par hasard. Voilà. Bizarre. Donc tu vois, elle est bien cette anecdote. Et les gens la connaissent pas. Donc, bien sûr, je dis à Karine, à mon avis, là, c'est bon. Enfin, je veux dire, en tout cas, je vais faire passer le CV, quoi. Et j'en ai pris hyper bien soin du mec, évidemment, encore plus que d'habitude. Et puis à 16-17 heures, fin de journée, je lui dis, ah tiens, by the way, et je lui fais passer. Et puis ça déjà par respect, il a dit, ah ouais, c'est cool, pourquoi pas. Et puis il a considéré la rencontre. Et puis en fait, ça s'est transformé en embauche hyper rapide, quoi. Et donc, si tu veux, on était lancé avec Karine dans cette vie qui était bien partie. Moi, j'aurais pu faire une très belle carrière dans la marine, et Karine pouvait faire une très belle carrière. Elle était en plus à Monaco, elle était prise à Monaco, c'est génial, tu vois. Oui, c'est vraiment bien. Donc on était vraiment partis là-dedans. Donc normalement, si t'es pas con, t'y restes, tu vois. Mais un soir, elle me dit, voilà, elle tend la perche et elle me dit, ouais, t'as pas de regrets dans la vie, machin et tout. Et cette question, elle était un peu... Moi, j'avais envie de répondre tout de suite, non, j'ai pas de regrets. Ce qui est déjà débile comme réponse, mais dans le sens où j'essayais de vivre de façon à ne pas avoir de regrets, tu vois. Je voulais justement avoir toutes ces compétences, toutes ces formations. Je voulais passer le permis moto, je l'ai passé. Je voulais une moto de course, je l'ai eu. C'était compliqué. À chaque fois, c'est compliqué, mais tu crées ton tous les jours, si tu veux. Mais du coup, t'essayais de te convaincre que toi, genre, t'avais tout fait absolument tout ce que tu voulais faire jusqu'à maintenant. Ouais, enfin, je mettais pas la phrase au passé, pas que j'avais tout fait, mais je faisais en sorte de réaliser mes objectifs tout le temps. Dès que tu avais l'occasion. Voilà, tous mes rêves, je les transformais en objectifs, et tous mes objectifs, je les réalisais. Même si c'était long, difficile, c'était ma façon de fonctionner, voilà. Et quand t'es forcément, elle me sort, est-ce que t'as pas de regrets? Toi, tout de suite, je fais, bien sûr que non. Et pour qui tu me prends? Et en fait, je dis non, mais en fait, ta question, elle est pas con. Est-ce que vraiment, creuse-toi la tête? Parce que, voilà. Et je sais pas, au bout de 2-3 minutes, mais dans le même laps de temps, hein, je dis, en fait, si j'en ai un, que je me rends compte là, que j'avais étouffé, tu vois. J'ai fait de la compète dans plein de sports, mais vraiment en mode fun. C'est-à-dire que des sports où je faisais beaucoup, il y avait tout le temps des compètes organisées. Donc j'ai fait plein de compètes. Et jamais dans le para.
Alors que le para, c'est vraiment... Parce que là, Ta c'est passion. ma passion, et puis on continue à sauter. Je veux dire, quelle que soit la vie qu'on allait prendre, et là, en l'occurrence, c'était dans le nautisme, on continue à sauter. Ok. Et du coup, je dis, ah, si, ça, c'est en vrai. Et du coup, elle, direct, frontale, elle me dit, bah, allez, on y va. Go. Et moi, je fais, bah non, regarde, on peut pas. On a des vies. Maintenant, moi, je prenais des contrats du 1er mai au 1er octobre. Ouais. Donc, c'est un peu la saison quand même où tu fais les compètes, toi. C'est tout l'été, là. C'est printemps, été, machin. Oui, l'intersection était trop, Bah, c'est trop dure à. On s'était quand même enfoncé dans une partie un domaine professionnel qui donnait pas la place, quoi. Et puis, elle me dit... Elle dit si mais faut le faire, faut pas avoir de regrets dans la vie, machin et tout. Et du coup elle me prend au piège, toi. C'est le serpent qui se mord. Oh, putain, mais c'est vrai. Et du coup avoir le soutien, le support de quelqu'un comme ça que tu aimes et qui te dit non mais il faut y aller. Alors ça jusqu'à booste, présent, ben ouais. Et jusqu'à présent, c'est pas que j'assumais pas le para, c'est que je le faisais à une proportion quand même assez calme au début, parce que ça coûte, j'avais pas d'argent quand t'as 16, 17, 18 ans, oui, t'as ça pas coûte d'argent, vite cher, les sauts, donc c'est juste tes parents qui te payent 2-3 sauts par-ci par-là, mais tu sautilles. Et après quand je pouvais sauter un peu plus, même si j'ai un peu plus d'argent, j'avais de toute façon ma mère et mon père qui cautionnaient pas ça, c'est-à-dire qu'ils me disaient pas ne saute pas, mais pour eux c'était une aberration, toi, le parachutisme, c'était même ton père qui avait du coup été dans le domaine un peu du ciel et tout. C'était le pire en fait, lui. Mais c'était quoi leur frein principal par rapport à ça ? L'argument de mon père, c'est que c'était pas de l'aéronautique. Lui, il nous appelait même les enclumes. Tu vois, genre on était des cailloux qui tombaient du ciel. Il arrivait pas à voir le vol. Le sport qu'il y avait dedans. Ouais, et puis vraiment, et puis il était persuadé que la sortie d'avion c'était comme le grand 8, tu vois, qu'il y a tout qui remontait, machin et tout. J'arrivais pas à lui dire non, c'est en fait tu suis l'avion, t'es dans la projection. Par exemple, si je saute avec mon verre d'eau, alors faut le tenir parce qu'il y a 200 km/h devant la porte, tu vois. Ouais. Mais je veux dire, il va pas se vider comme si je sautais de l'immeuble, tu vois. C'est pas une chute verticale. Non, tu continues l'avion, ouais, donc t'as pas cette sensation de malaise. Enfin, bref, tous les trucs, j'essaie de le convaincre et ça marchait pas. Il était persuadé que c'était un sport pour les fous, machin et tout. Il cautionnait pas. Et du coup, de fait, un peu plus dur de se lancer à 100% dedans. Et voilà, j'ai jamais trop assumé le truc à 100%. Je m'en suis rendu compte en fait plus tard, quoi. Et du coup, là, d'avoir quelqu'un qui enfin à tes côtés, de dire si on y va. D'un coup, ça ouvre tout. Je dis, mais allez, mais fuck, mais ouais, on y va, quoi. Ok. Et on s'est chauffé hyper vite, en fait. Donc, on était, pour moi, trop vieux. Parce que je dis, mais regarde, on a 26 ans, tu commences pas une carrière sportive à 26 ans. C'est beaucoup trop vieux. Et c'est un beau message que, en fait, non. Et on a croisé d'autres, en plus, personnes comme Alice Modolo, qui est championne d'apnée, qui s'est mis aussi très tard. Super tard. Et qui a fumé tout le monde. En fait, c'est pas forcément une question d'âge. Parce que souvent, les gens s'imaginent les sportifs comme tu fais ça depuis que tu as 10 ans et si tu commence plus tard, ça sert à rien d'espérer une carrière. En fait, c'est qu'il y a un peu une période un peu incompressible. Il y a quand même 8-10 ans, j'ai l'impression, de travail hyper intense à fournir pour que ça marche. Après ces 8-10 ans, tout le monde dit c'est mieux quand tu as 10 ans, que tu commences à 10 ans, comme ça à 20 ans tu es champion. Alors tant mieux effectivement si ça marche comme ça, mais ça veut pas dire que ces 10 ans-là tu peux pas les foutre ailleurs dans ta vie. Hein. Les faire plus tard. Il y a des sports, alors si c'est de la force pure ou de l'endurance pure, c'est sûr qu'il faudra miser sur les années plus jeunes. Faut construire ton corps. Mais il y a d'autres sports, non, il y a une grosse liste de sports que tu peux faire où tu peux caser ces 10 ans-là d'entraînement dur plus tard, quoi. Et ça marche. Et du coup vous commencez après ça. Et c'est quoi, c'est 2 ans plus tard, vous faites champion de France National 2 ? Alors le démarrage, il est vraiment très positif. On a beaucoup de chance parce que on en avait besoin aussi de confirmer ce qu'on fait le bon choix parce qu'on était en train de commencer à négocier des temps de off du boulot pour pouvoir s'entraîner. C'était compliqué. Hein. Au niveau professionnel, là, de commencer à reculer légèrement, c'était pas du tout fait c'était très compliqué. Donc on y allait aussi sur la pointe des pieds. Et en fait, on crée notre équipe en novembre 2008. Premier entraînement décembre 2008. Et 2009, c'est les premières compètes. Et on gagne le championnat de France direct. Sauf que c'est de la N2, c'est pas de la N1. C'est l'équivalent de la Ligue 2. Mais c'est quand même, je veux dire... c'est un gros truc. C'est une compétition, la première compétition que vous faites. Exactement. Et le premier championnat de France qu'on fait. À ce moment-là, t'es dans ta tête, tu te dis oh waouh, il y a un truc, on est peut-être vraiment très bon. Et tu te dis, en fait, tu constates aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui font ça depuis plusieurs années, mais qui sont moins énervés que toi. Tu t'aperçois que t'es énervé quand même. Tu dis, moi, je suis venu là. Vraiment, j'ai envie de gagner, j'ai envie de faire mieux à chaque fois, à chaque saut, à chaque truc. Puis tu négocies tellement pour être là, de ton temps de perso,
T'as intérêt à le rentabiliser, quoi. Ben, nous, on le vivait comme ça, en tout cas. Donc, on y allait vraiment pour faire la meilleure perf. Donc, ça marche, c'est super bien. On avait fait une détection de soufflerie. Donc, ça se fait encore maintenant, ouais. Les détections, c'était pour faire un petit peu le listing, si tu veux, de tous ceux qui prétendent à faire de la compète, pour pouvoir commencer à les observer, si tu veux. Donc, c'est un temps très faible. Donc mais c'est plus pour rencontrer finalement qui est intéressé à faire de la compète. Donc là, on en avait déjà fait une. Ils avaient vu qu'on existait. Ouais. On fait championnat de France où on gagne, donc du coup, c'est pas mal. Là, on voit encore mieux. Et on refait une détection. Et en fait, les mecs nous disent, là, vous allez rentrer en N1. Et en fait, si ça se passe bien, vous pouvez monter vite et tout, machin. Et en fait, on fait vice-champion de France quand on est en N1. Donc là, ce qui est énorme. Ce qui est génial. Ouais. Donc nous, on était déjà surmotivés, et puis chaque information, on la prenait comme source de motivation supplémentaire. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, tout était en mode genre on veut monter. Et comme ça marche, qu'on est vice-champion, ils nous mettent en équipe de France Espoir. Donc là, c'était un titre qui était hyper précieux aussi, pareil, pour continuer à justifier à nos boulots respectifs. Là, ça marche bien, il faut encore un peu plus de dispo, quoi. Puis tu te sens un peu validé du coup par la fédération et tout. Tu te dis, on croit en moi, on voit mon potentiel, quoi. Ouais, exactement. Alors, c'est pas forcément... Tu cibles pas en disant c'est l'entraîneur ou c'est la fédé ou machin, mais c'est juste que d'une manière générale, effectivement, comme tu dis, t'as l'impression que ça a du sens. C'est pas forcément une erreur que tu sois là. Donc, c'est suffisant pour dire, OK, on y va, quoi. Et puis, on faisait qu'accélérer, quoi. On était vraiment à fond dedans, quoi. Et c'est... 3 ans plus tard, vous continuez et c'est en 2012 vous gagnez la Coupe du Monde, c'est ça ? Donc voilà, donc 2011 c'est déjà vice-champion de France. Ouais. Donc normalement il n'y a pas de quoi faire aller à l'international non plus. Ouais. Mais on avait l'opportunité d'aller déjà faire une Coupe du Monde quand même en 2011. Et en fait, on a eu un problème justement avec la Fédé parce qu'on commence à avoir, si tu veux, des dispositions à faire des scores, pas non plus lunaires mais quand même qui sont valables. Mais en même temps, on arrive un peu comme un cheveu dans la soupe, tu vois. Il y avait d'autres gens qui étaient prévus aussi, parce qu'ils prévoient sur N+1, 2, 3, plein d'équipes, la Fédé. Okay, parce qu'ils commencent à prendre en charge aussi certains sauts de certaines équipes. Ouais, je Donc vois. on nous dit, bravo, vous faites des belles perfs, et en même temps, il y a d'autres personnes qui disent, nous, on était là avant, on a déjà réussi un peu. Donc si tu veux, il y a des accroches qui font que, au final, on ne peut pas faire 2011. Donc on est désinscrit de cette Coupe du Monde pour 2011. Et moi, je suis hyper triste, parce que je me suis dit, putain, mais là, même si on finit 6e, 7e, 8e, se battre contre l'Italie ou l'Allemagne ou l'Angleterre par rapport à juste des mecs de Pau ou de Strasbourg ou de Vannes, ça change c'est génial, un peu, clairement. Juste pour la gloire du truc, toi. Et donc, je suis un peu vexé. Et puis, du coup, ça m'apprend aussi à me renseigner plus, à me former plus dans tout ce système-là. Au lieu d'attendre les informations, je vais à la rencontre des informations. Et je m'aperçois que il y a 2 justement compétitions FAI de catégorie 1, donc c'est les Coupes du Monde et les Championnats du Monde. Ouais. Et tu commences à regarder comment ça marche. En fait, les Coupes du Monde, 3 équipes par nation peuvent s'inscrire. Ok. Et une fois que par contre les 3 places sont prises, c'est fini. Et donc c'est open. Et par contre, les Championnats du Monde, c'est les 2 équipes officielles de chaque fédération qui sont envoyées, qui sont sélectionnées et envoyées. Okay. Donc c'est déjà plus dur. Il faut forcément être dans la délégation française, en l'occurrence, dans la délégation de ton pays. Donc, on pouvait rien faire au niveau championnat du monde. Mais Coupe du Monde, je vois que ça marche comme ça. Du coup, je dis, la prochaine, on n'est pas obligé de passer par la Fédé ou d'avoir leur accord. On peut y aller. S'inscrire comme ça, en open, quoi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Fin 2012, il y avait une Coupe du Monde en République tchèque. Ouais. Et donc, pour être sûr de ne pas être embêté, on a dit, on n'en parle à personne, comme ça on est tranquille. On a attendu vraiment la dernière minute pour les inscriptions. J'avais contacté en avance l'organisation tchèque et il m'a dit, c'est ça ces derniers jours. Je fais, OK, je m'inscrirai exprès le dernier jour, machin. Donc on s'inscrit en dernière minute et on y va. Mais pour l'histoire, c'est une équipe russe qu'on a battue. Cette équipe combat, elle était vraiment meilleure que nous. Dire. Et en fait, elle fait une erreur. En fait. Elle fait une grosse erreur au saut numéro 5 qui les impacte émotionnellement en plus pour le saut 6 et 7, c'est les 2 derniers sauts. Oui, niveau mental après. Et nous, on était un cran en dessous, mais du coup, ils font tellement de grosses erreurs au saut 5 qu'on passe devant et ça les a tellement... Ils se sont dit merde, on va pas se retrouver quand même à pas gagner. Et en fait, ils ont paniqué. Ils ont quand même. Donc ça prouve que tout peut arriver. Et nous, du coup, on gagne les Coupes du Monde en 2012 en n'étant pas les meilleurs du circuit à ce moment-là, loin de là. Parce qu'en plus, il y a 2 équipes hyper fortes qui n'étaient pas venues volontairement se présenter. Mais n'empêche que
quand on gagne Coupe du Monde. À ce moment-là, c'est quand même Donc, c'est- explosion de joie, Oui, oui. consécration, premier titre international. Bah ouais, la Marseillaise, une médaille d'or et tout. Tu fais, t'as créé ton équipe en novembre 2008. En 2012, t'as une Coupe du Monde. T'es trop content. Ouais, t'as l'impression d'être un peu sur le toit du monde. Mais Alors, oui et non, il y a parce les que tu sais championnats. très bien que, comme je t'ai dit, tu vois tout le niveau qui a passé. C'est-à-dire que là, si un jour on veut prétendre avoir un. Si on veut pas compter sur le fait qu'il y a Il y a tant une d'équipes qui erreur viennent pas, par-ci, qu'il y a un mec qui ouais. se rate, c'est pas comme ça que tu deviens champion du monde. Oui, tu vois. clairement. Tu mises pas sur des trucs comme ça. Donc on se rend compte aussi, et c'est aussi pour ça que nous on voulait participer à ces événements internationaux, parce qu'il y a que là-bas que tu te rends compte du niveau en fait. Ouais. Et là en tout cas, même si on a une belle médaille d'or, on se rend compte de la marche à franchir qui est vénère. On se dit, ouais, là, putain, pour être champion du monde, par contre, là, on part pas encore 3-4 ans de boulot et énervé, quoi. Donc à partir de ce moment-là, en tête directement, prochain objectif, championnat du monde, et vous partez pour vous entraîner. Alors, et au passage, intégrer et devenir équipe de France. Parce qu'on se rend compte que l'équipe de France, Ouais. l'équipe 1, elle a justement est complètement prise en charge et la masse de travail qu'elle peut fournir, elle est Et énorme beaucoup par plus rapport grande. à nous. Donc, rattraper quelqu'un qui est devant toi et qui continue à faire plus, bah, mathématiquement, normalement, ça passe pas, tu vois. Donc, Ok. on se dit, on a beau être super énervé, tant qu'on ne deviendra pas au moins comme eux, On pourra pas on les pourra rattraper. on pourra pas les rattraper. Et en plus, un autre truc qu'on a compris bien plus tard, Ouais. c'est que il n'y a pas que la masse de travail supplémentaire et les moyens supplémentaires, il y a l'état d'esprit. C'est-à-dire que quand tu es l'équipe 1, la Fédé, en gros, a misé sur toi pour que tu ramènes de des l'or ou de médailles, l'argent. ouais. Mais ils te disent pas, par contre, si la prochaine compète, tu foires, tu sors. Non, non. C'est ton T'es validé, Voilà, t'es validé, c'est bon. t'es titulaire. Ouais. On espère que tu fasses de ton mieux sur 1, 2, 3 ans qui viennent, quoi. Donc, t'as Ok. pas un stress non plus de malade, tu vois. Et dans les compètes qu'on faisait contre eux, c'était ça la grosse différence. C'est qu'eux, ils s'en foutaient. Donc, ils étaient plus détendus et plus entraînés. Ouais. Enfin, ils s'en foutaient, c'est une façon de Oui, parler. hein. oui, mais c'était Et nous, quand on même- était là, putain, il faut absolument. Et ça, ce stress-là, il est insupportable. On s'en est rendu compte, des fois, on faisait des erreurs parce qu'on avait tellement pris des 7-8 semaines sans solde pendant 6 mois pour pouvoir être là, pour dépenser de Ouais. l'argent, de l'énergie, tout ça, qu'on veut tellement pas perdre qu'en fait, c'est too much. Vous mettez beaucoup trop de Ah, pression, beaucoup trop de et pression. c'est impossible de performer. Beaucoup trop de pression. Bah, ça nuit à la perf au bout d'un moment. On a fait 2-3 erreurs à cause de ça. Et enfin, c'est quoi le truc qui vous fait réaliser qu'il faut abandonner cette pression Enfin, c'est vous C'est en les rendez années. C'est les Ouais. années et puis toutes ces compétitions. C'est. l'expérience de Ouais. l'avoir et de se dire, ok, c'est bon, là, je l'ai fait 3 fois, maintenant, Parce qu'en fait, je sais ce qu'il faut plus faire. il faut se connaître, il faut avoir compris comment la compétition fonctionne, quelle est cette population qui participe à ces compétitions, Ouais. et il faut se connaître soi-même. Donc ça, il n'y a pas de raccourci vraiment, tu vois. J'essaye de faire passer ce message-là à des gens. On entraîne aussi bien des individuels que des équipes, en indoor Ouais. et en outdoor. Et quand c'est la veille des compètes, enfin quand on s'en approche, j'essaie de leur refaire passer ces principes-là. J'ai dit, tant que tu n'auras pas fait une dizaine de compètes, ne prévois pas X performance, tu vois. Ouais, ok. Tu vois, de pronostic, parce que ça va, Accumule l'expérience avant. ça va polluer ta perf, tu vois. Déjà de dire, voilà, tant que tu n'en as pas fait beaucoup, de toute façon, ton pire ennemi, c'est toi-même, en fait. Ouais. Donc, fais plein de compètes et redétends-toi au niveau des expectations, tu vois, tu as le temps. Et le truc après, ça, c'est plus difficile à faire passer comme principe, c'est faut essayer de pas regarder ce que font les autres. Parce que ça, c'est l'ultime dur. truc. C'est très dur. C'est très dur. Ouais. Et nous, on y arrivait que sur la dernière, que au championnat du monde en Australie. C'est vraiment là qu'on a été capable de le faire. Et pourquoi il ne faut pas le faire, ça, c'est qu'en fait, la personne qui passe avant ou après, qui passe à l'écran retranscrite ou même des fois devant tes yeux quand tu es en indoor, Ouais. t'es dans le même, t'es sur le banc et puis c'est chacun son tour. C'est forcément une pollution à avoir, cette information. Que le mec il soit en train de faire le meilleur round de sa vie ou qu'il soit en train de se rater, ça va forcément affecter un peu ton truc. Tu vas en faire un peu plus ou tu vas en faire un peu moins. Et tu par vas rapport à ce qu'il a fait. déstabiliser. Alors qu'on s'en fout, ça n'a pas à jouer normalement sur ta perf, tu vois. Ouais. Donc arriver à se couper de ça, et encore une fois, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est le truc ultime. Donc nous, c'est ce qu'on a dû comprendre au fil des années. Il faut faire beaucoup de compétitions avant de, même si on a eu de la chance d'en gagner très vite, qui nous a confirmé que ça valait le coup de mettre De ces l'investissement. sommes de dingue dedans. Mais c'est surtout voilà, de comprendre qu'il faut en faire beaucoup. Donc il faut se détendre au début, fais-en plein. Comme ça, tu as le temps de comprendre qui est quoi, quel est le niveau de chacun et tout ça. Tu es beaucoup plus à l'aise en fait dans cet univers-là. Et surtout, bah, voilà, apprends à faire ta perf à toi. Ouais. Et du coup, à te connaître. Parce que
on a tous tendance à gérer différemment Le sa stress. perf. Ah oui. Ouais, tout, mais il y a le stress et puis il y a l'envie de bien faire, il y a l'envie de faire plaisir aussi aux partenaires, donc à ton vidéoman ou à l'autre performeur. Et en fait, tout ça, en bien ou en mal, ça affecte le boulot, la presta de base que tu es censé apporter, tu vois. Ouais. Et moi, par exemple, je mettais trop de force. C'était ma façon. C'est-à-dire que si d'un coup je m'apercevais que l'équipe, on était en train de machiner, elle était en train de faire des super scores, Ouais. ou si ils étaient à côté de nous ou quoi, bah moi j'allais mettre plus d'énergie en sortie de porte, ou j'allais mettre plus d'énergie pendant le saut pour essayer De compenser, d'aller choper des points en plus, alors que mais ça marche pas comme ça. Ouais. Et du coup, je mettais dans la merde le reste de l'équipe en fait, en mettant trop d'énergie. Ouais, parce que tu as cet impact que, enfin, vu la discipline où vous êtes 3 du coup, la plupart du temps, C'est ça. où tout le monde dépend de tout le monde. Et... Exactement. Ben, c'est un travail d'équipe. Et en fait, ça aussi, c'est un truc que j'aime bien expliquer, c'est que, par exemple, nous, notre équipe à 3, vu que c'est du free fly, Ouais. et ben en fait, si tu fais ton meilleur saut ou ton pire saut, c'est que 33% du saut. Tu peux le voir comme tu veux. Toi, ton job, c'est 33% du saut. Donc déjà, c'est important de se le rappeler, ça, pour dire, OK, en fait, je vais pas en faire plus ou moins, je vais faire juste ce que je suis censé faire. Comme ça, si tout le monde fait ça, là, peut-être qu'ensemble, on va arriver à faire un truc un peu mieux. Ouais. Mais si tu essaies de surcompenser, ou si d'un coup, tu n'as plus de muscles parce que tu t'écroules émotionnellement, enfin, quelle que soit ta façon de réagir à quelconque stress ou une pollution d'un truc, bah, tu casses l'énergie tu du fais groupe. un déséquilibre et C'est un après, déséquilibre. genre, les autres doivent s'adapter à ça et ça casse tout. Ok. Et du coup, vous avez un peu une sorte de traversée du désert entre 2012 et 2018. Ouais, c'est long. Ouais. Mentalement, vous arrivez quand même toujours à vous motiver. Ouais. Alors, je pense que j'ai été le plus obstiné de l'équipe. Hein. Mais si tu veux, le 2011, par exemple, quand on est désinscrit de la Coupe du Monde, toi, je trouve ça vexant parce que pour moi, on perd l'opportunité d'avoir une équipe en plus française qui aurait déjà pu faire un truc. Et encore une fois, 6e, 8e, on s'en fout de la place. C'est juste de dire, bah tiens, voilà. On participe et on le fait. Moi, je trouvais ça bien. 2012, quand on va faire la Coupe du Monde, on devait aussi avoir le titre de champion d'Europe. Parce qu'en fait, on gagne au passage le championnat d'Europe aussi. En étant les Coupes du Monde, ça fait aussi office de championnat d'Europe. Et en fait, comme on n'était pas envoyé par la délégation, quand on s'est inscrit en Open, normalement, on n'avait pas... Du coup, on n'était pas engagé pour faire le championnat d'Europe. Donc, on a eu 2 jours de délai quand on a gagné avant les podiums, où l'organisation, l'AIFAI plus l'organisation de la Coupe du Monde est venue nous voir en disant les gars, vous n'êtes pas inscrits, comment ça se fait? On leur a expliqué qu'on était dans l'Open. Et ils nous ont dit faites-vous valider par la Fédé, parce que en plus, vous avez 48 heures, parce que c'est dommage, vous allez perdre une médaille d'or pour la France, un titre, un machin. Et en fait, ils étaient très vexés qu'on soit là-bas, en fait, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on soit là-bas. Leur but, c'était que ceux qu'ils avaient décidé fassent les perfs et pas nous. Donc, mais vous, du coup, vous finissez premier. Ils doivent se rendre compte que c'est un manque à gagner de ne pas vous faire confiance et de ne pas vous inclure, quoi. Si tu veux, c'est des décisions prises du dessus avec plein de gens qui délèguent des décisions par plein de gens. Et à la fin, le maître mot, c'était eux, on n'avait pas décidé qu'ils soient là-bas. Donc, quel que soit leur perf, ça devient anecdotique pour eux. Ils n'étaient pas censés être là-bas. Donc, on leur donne rien. Donc, si tu veux, quand tu vis ça, déjà, ça continue à être un peu blessant. Et clairement. Et après, chacun réagit comme il veut. Moi, c'était la définition du truc. Je veux dire, c'était définitivement le moment où je me suis dit, je lâcherai jamais. Moi, ce truc-là en 2012, pour eux, c'était du coup, on va montrer que c'est nous qui commandons. Moi, c'était le truc qui me disait, je lâcherai jamais. Là, ce que vous venez de me faire, là, ce que vous venez de me faire, les gars, vous êtes morts. Hein. Dans 20 ans, je suis toujours là. Donc, chacun réagit avec sa façon. Et en tout cas, moi, c'était vraiment décisif ce moment-là. Je me suis dit, il faut jamais qu'on lâche, parce que pour surtout pas donner raison et surtout pas dire que certains disent ils ont eu leur Coupe du Monde, ils sont contents, maintenant ils vont partir. Non, on sait très bien que ça valait pas, que nous on valait pas ça, et on va montrer qu'on est capable de valoir ce qu'on a décidé de valoir en fait. Tu vas jusqu'au bout. Et effectivement, les conséquences en plus de ça, c'était effectivement un espèce de blacklistage, et c'était ça la traversée du désert. C'est comme en plus nous on avait montré que potentiellement on pouvait faire des perfs sur des plans qu'eux avaient décidé qui n'étaient pas ceux-là. Et ils ont fini de nous empêcher de faire plein de trucs. Donc c'était très long. Et si tu veux, l'alternative, je me suis trouvé bête d'y penser si tard.
l'alternative qui à un moment s'est présentée, c'était de changer de pays en fait. Et Ok. t'y penses pas tout de suite au début, parce que tu dis bon ben on va bien arriver à trouver une solution, à s'accorder, et puis à chaque fois qu'on échangeait, ça marchait pas. Tu vois, il y avait une vexation, il y avait un problème. Et même une trahison, je pense carrément pour eux. Oui, il y avait voilà, il y avait la un truc rancœur. de la rancœur. Et au bout d'un moment, je dis putain, mais peut-être qu'en changeant de pays, du coup, c'est plus simple, parce qu'un autre pays sera peut-être content d'avoir quelqu'un qui des gens qui représente la discipline. performent. Et puis comme ça, du coup, eux, ils peuvent continuer à envoyer ceux qu'ils ont choisis, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai cette idée un peu tard. Donc c'était la Suisse qui était prête à nous prendre. Ok. Et en fait, au moment où les dossiers commencent à être À lancés, t'envoyer. et ils le savent, du coup. Et du coup, c'est là où il y a un rapprochement. Pour une fois, il y a un vrai échange. Et il y a enfin... ils considèrent qu'on réintègre les compétitions internationales pour la France. Donc c'est très long, du coup, parce que on a enfin le droit en 2016 de faire un championnat du monde. Et du coup, voilà. De la désinscription 2011 jusqu'à 2016, tout ce temps-là, ça a coûté très cher et ça a été très pénible. C'est dommage, clairement. Parce que tous les rappels possibles, imaginables de leur part pour nous dire on aimerait bien que vous vous arrêtiez, et ils s'en sont pas privés. Du coup, en énergie, c'est pas génial, tu vois. Ouais, toi, tu clairement. donnes de ton mieux et que les gens qui ont le pouvoir de te laisser passer, ils te disent non, mais on vous laissera pas passer. Tu fais, wow, surtout lourd, quand énergie négative, puis même si tu pouvais passer par un autre pays, je pense que tu as quand même envie de performer pour ton pays, quoi. Ouais. En fait, c'est marrant ce que tu dis, parce que c'était exactement dans une des conversations de 2016, là, de négociation, de réintégration potentielle. Ouais. C'était ça, c'est dire non, partez pas en Suisse, parce que si jamais un jour vous gagnez un titre, vous aurez la Marseillaise. Et du coup, c'est marrant parce que moi je leur dis ouais, mais qui c'est qui nous a enlevé la Marseillaise au championnat d'Europe en 2011 ? Ouais, c'est ça, c'est donc, un peu du le coup, culot. Voilà, alors eux ils pensaient ce qu'ils disaient en disant non, ce serait dommage, et en même temps je leur ai renvoyé le fait qu'ils nous en avaient enlevé une deux fois. Donc c'était vraiment la bataille débile. Donc c'était bien en même temps que ça s'arrêtait là d'ailleurs, la conversation. Parce que c'était gros argument réponse. Ouais, bon, allez. Allez, on arrête. Et c'était très bien. Parce qu'au final, on était toujours là. Moi, j'en voulais à personne foncièrement. Moi, je voulais juste que ça s'arrête, cette mise en scène là d'interdire des trucs, passer à autre chose. Parce qu'en plus, ça regarde personne de l'international. Parce que je voulais juste représenter, comme tu dis, mon pays à moi, en plus de représenter mon sport, mes disciplines, tu vois. Autant qu'à faire que ce soit avec le drapeau français. Même si merci les Suisses, vous avez été cool d'envisager le truc tout de suite. Et du coup, tu accèdes enfin au championnat du monde. 2017, ils sont annulés, non, il n'y a pas un truc 2016, non, c'est pour le Covid. C'était en 2022 qu'ils ont été annulés, reportés. 2020, pardon, on va y arriver. Donc 2016, on part à Chicago. Et c'est trop bien, parce que déjà Chicago, génial, tu vois. Super ville, ouais. Et c'était la dernière leçon dont on avait besoin, tu vois. Parce que là-bas, on découvre que notre travail qui s'est fait en parallèle toutes ces années, parce qu'on n'a pas de coach, on n'a pas d'entraîneur, on n'a personne, y a que nous. C'est que vous avec vous-même. Et du coup, c'est forcément pas idéal, tu vois. Par exemple, on avait pris le thème combinaison blanche, combinaison noire. Si tu retrouves les vidéos, tu reverras. Donc c'était dans notre thématique, dans l'imaginaire de ce qu'on voulait, c'était vraiment le marié, la mariée, ça faisait garçon-fille, enfin je sais pas. Oui, ça avait ce sens-là en tout cas pour nous à ce moment-là. Et ça fait kitsch pour eux. Pour les juges, ça fait un peu mou, quoi. Ça fait pas compétiteur, Ferrari, machin truc, toi. Et du coup, on perd pas mal de points parce que à cause de ça. Oui, en fait, je vais pas sortir toute la liste, mais il y a tout un tas de trucs qui fait que la perf à la fin, vu que ça reste de l'artistique. Il y a une belle sortie de saut, il y a une belle fin de saut, il y a un truc harmonieux, il y a du vol harmonieux, il y a des tenues, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Le résultat final, c'est la globalité de tous ces paramètres-là. Et du coup, nous, on vient de faire un championnat de France où on a gagné en plus, et on avait une bonne avance sur l'équipe 2. Et quand on arrive à Chicago, ça s'inverse, tu vois. Alors pas avec le même écart de points, mais l'équipe 2, sur une compétition vraiment similaire, au final, nous bat à Chicago. Donc tu t'aperçois qu'il y a quand même des paramètres en plus à prendre en compte. Et c'était justement la leçon de dire, il n'y a pas que la partie... déjà, il faut muscler encore plus la partie chute pour être sûr de gagner encore des points là-dessus, pour gagner tout. Conforter son avance. Il n'y a pas que ça, il ne faut pas sous-estimer tous les détails.
Ok. La façon de peut-être même de sourire à la sortie avant de partir du saut, la façon de bien finir le saut. Il y a, Ouais, tous les gestes doivent être maîtrisés Ouais. et vous devez pousser. ça va plus loin tout que le juste lac, dire quoi. je suis super technique et super engagé. Il y a d'autres choses qui font qu'à la fin, tu dis ouais, celui-là, il est encore plus fort que les autres, quoi. Qui font qu'à la fin, 2018. Donc vous 2018, gagnez. voilà, on arrive avec tout le package. Alors c'est facile Ouais. quand tu arrives et que tu es après cette date-là de dire ouais, du coup, ça a marché. Ouais. En tout cas, nous, on est venu dans cet esprit-là. On est venu en se disant là, on n'a jamais été aussi préparé, on n'a jamais autant inclus justement de choses dans notre entraînement. Tu vois, là, beaucoup plus de coaching mental, même hygiène alimentaire. Moi, j'avais fini de descendre aussi en poids parce que au tout début, on avait 20 kilos d'écart dans cette aventure avec Karine. Et à la fin, quand on est au championnat du monde, on a Vous plus êtes 10. équilibré. Ouais, ok, d'accord. Donc, mine de rien. C'est plus facile du coup de rester au Ouais, même endroit ouais, en ouais. vol. Ok. Ouais, c'est plus facile d'enchaîner les mouvements. Donc, tu imagines toute la liste de choses qu'on a pu faire pour ça doit être, voilà. On arrive en Australie, on a vraiment fait. Vous êtes confiant, énormément. vous êtes. À ce moment-là, vous dites c'est possible, sans être arrogant, mais vous êtes vraiment confiant que vous pouvez avoir le titre. Oui, nous on y va pour gagner. Ok. En ayant en plus cet état d'esprit de se dire on regardera pas ce que font les autres. Nous, on pense que là, on peut gagner. Donc nous, à partir du moment où on pensait pouvoir gagner, on va pour gagner. Donc on dit on aura la meilleure sortie, le meilleur saut, le meilleur final, les meilleures combinaisons. Et on va pas regarder ce que font les autres. Et nous, on va voler pour nous trois. C'est-à-dire que on avait finalement réalisé à finir ce truc-là qui manquait aussi sur les autres compètes, de se dire justement, on va pas en faire plus, on va pas en faire moins, on va faire juste ce qu'il faut pour que ce trinôme fonctionne. C'est-à-dire, moi, je vais à chaque fois faire en sorte de pas mettre Karine en difficulté. Donc, je vais aller à la vitesse qu'il faut, que ça soit lentement ou rapidement, pour qu'elle elle soit bien, parce qu'elle n'a pas forcément le même corps. Le résultat de ce qu'on fait nous, on va faire à chaque fois intelligemment pour pas mettre Baptiste Celui qui est au film. dans la merde, tu vois, pour pas qu'il se retrouve à devoir faire un shortcut pour arriver en face de nous ou machin. Toi, c'est vraiment un esprit d'équipe, toute une prépa. On finit le saut un tout petit peu plus en avance par rapport à la date du championnat du monde d'Australie pour dire maintenant on arrête de complexifier ou machiner. Là, on fait du vol à 3 pour finir d'aller choper des infos sur comment on peut s'aider les uns les autres. Ok. Tu vois, pour que toutes les liaisons, toutes les petites transitions soient parfaites. Voilà, pour avoir toutes les clés et pour être capable de savoir si t'es bien par retard, par en avance, tout ça, si t'es bien dans le timing. Et puis pour savoir si t'es capable d'être conscient à chaque moment que t'es bien à l'endroit où t'es censé être et que t'es pas en train de mettre en difficulté l'un ou l'autre, quoi. Et c'est une phase qui est importante qu'on n'avait jamais eu le temps de faire avant, quoi. Et là, du coup, vous êtes ultra préparé et vous remportez la compétition. Incroyable, surtout après autant d'années, genre, tu dois être au sommet du bonheur, genre. Ouais, non, mais c'était dingue, il y avait tout. T'avais l'impression, pareil, c'est facile à dire une fois que c'est fini. Oui. Mais t'avais l'impression que c'était le destin, parce que il y a plein de trucs qu'on a vécu qui faisaient que tu dis putain, ça fait pile poil 10 ans. 2008-2018, tu vois, t'as un pavé qui se pose. On devenait 18e, 19e et 20e champion du monde, parce qu'il y avait un nombre de champions du monde qui tu vois, il y avait plein de chiffres qui ressortaient, qui nous plaisaient. T'avais l'impression que tout avait un lien. Tu fais des liens de partout. C'était la Gold Coast, donc la côte d'or, tu vois, tu gagnes l'or sur la Gold Coast. C'est l'endroit le plus loin où tu peux aller représenter ton pays. Pour nous qui n'avons pas le droit de représenter notre pays. Toi, toutes les interprétations sont dingues. Et un autre truc, pour te dire... à quel point c'était... Je pense que j'ai mon copain Patrick Beau qui va me dire « Greg, tu vois des trucs partout. » Vraiment, tous les signes, là. Non, mais on cherchait la chaussure vraiment pour le championnat du monde. Et en fait, ça doit être 7-8 mois avant la compète. Un jour, il fait pas beau, il pleut, on se dit, bah tiens, là, on a du temps pour faire ça. Donc, on va chercher la chaussure. Et on tombe sur cette version Puma rouge où le Puma était en croco et tout Puma était écrit en or. Donc, ça faisait rouge, croco, or. C'est le signe non, bizarre non, là, quand même. Comme par hasard. Je pose ça voilà, là, mais... Non, du coup, si tu veux, il y avait tout ça. Et tout s'est aligné. Quand tu finis le truc, parfait, tu avais l'impression que ça pouvait pas se passer autrement, alors que bien sûr que quand t'es dedans, c'est l'enfer sur Terre et tout peut s'écrouler à chaque seconde. Du coup, ça, c'est incroyable. Et derrière, tu continues les compétitions, mais j'aimerais qu'on parle un peu plus d'un autre aspect. Tu commences aussi à te lancer sur réseaux sociaux. Tu crées ton site internet. C'est un truc que pas énormément de sportifs font.
À ce moment-là, qu'est-ce que tu commences à avoir en tête pourquoi tu fais ces démarches Alors la démarche, ouais, il y a eu tout un itinéraire assez que, ouais. Enfin bon, je vais tout reprendre, pardon. Vas-y, Le t'inquiète. montage, ça va être la galère. Alors, la démarche de la promotion du sport. Quand on est champion du monde, Ouais. quand on devient enfin champion du monde, mais littéralement les 6 mois qui suivent, tous les matins quand on se réveille avec Karine, on se pince, tu vois, on se dit mais c'est vrai, fou, ça c'est y est, arrivé. parce tu t'arrives pas à te rendre compte. Hein. Ouais. Je te jure que c'est vrai, tous les matins, tu dis est-ce que vraiment on est champion? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les juges vont pas venir? Finalement, on a recompté, on est désolé. Ils toquent à la porte, Mais les gars, ouais, c'est mais chaud je te là. jure, tu te dis mais est-ce que c'est vraiment fini? Parce que c'est épuisant. Hein. Tu te Oui. rends compte en fait du stress que tu accumules pendant 10 ans quand tu vis ça, à dire Que t'es dans un est-ce que c'est tunnel, vraiment... un passé qu'à ça. Donc c'était voilà, donc il y a ce truc là qui se passe et une fois que ces 5-6 mois sont passés, tu commences à réfléchir du point de vue du mec, voilà, ça y est, t'es champion du monde. Ouais. Ça y est, Ça a mis. t'as admis le truc. Et tu dis, mais il se passe quoi maintenant? Parce que du coup, tu connais 2-3 autres copains qui l'ont été aussi, Ouais. et tu fais des parallèles avec ce qu'ils font eux aujourd'hui, et tu dis, mais en fait, alors attends, on n'est pas allé aux 20h quand on est revenu d'Australie, pourtant les images, c'est belle, ça aurait été pas mal ça. Ouais. L'équipe, ils nous appellent pas. Nous, on est beaucoup entre Nice et Lyon, on n'est pas passé dans le progrès ni dans Nice matin. Tu vois, je dis, c'est bizarre, Ouais. tu vois. Comme Toi, si tu personne n'avait constates remarqué que. que ça passe un petit peu à travers l'info, alors que tu dis bon, le site était dingue, les photos, Ouais. les images, elles sont dingues. C'est un couple. Je sais C'est une pas, compétition, c'est t'as la l'impression- France qui gagne. Bah ouais, Il t'as y a plein l'impression de trucs, quoi. que le sujet, il est pas mal, quoi, au niveau médiatique, que ça passe, quoi. Ouais. Et ça passe nulle part. Donc, tu dis, il y a un problème. Et on commence nous-mêmes à aller solliciter directement les journaux. Et bien sûr, ça marche pas comme ça. Oui, bah oui. Ouais, mais moi, au début, on Non, sait pas. mais tu t'en vois. rends pas Donc, compte, bien sûr. Littéralement, on frappe à la porte de certains trucs. Tu vois, on va se mettre, comme à Nice Ça matin. Tu vois, Nice matin, on a fait le poteau devant le truc. Ils ont Et, pas répondu. Alors, ils sont descendus au bout d'un quart d'heure parce que vraiment, on a dit que nous, on bougerait pas. Tu vois. Grève de la faim devant les Ouais. locaux, là. Et le mec, il a avoué, il a dit en fait, si c'est pas tel ou tel sport, on s'en fout, quoi. Ah oui, Ça ok. fait mal. Ouais, ça fait mal. Ouais, clairement. Mais du coup, au moins, c'est dit, tu vois. Tu fais OK. Et dans la démarche de continuer à faire ça, on partage avec plein de gens qu'on essaye de faire la promotion du sport, mais que c'est pas facile. Et un jour, on a un ami qui dit bah, moi, je connais un agent à Lyon, allez le voir, il va vous aider. Et Max Vialet, on le rencontre. Et lui nous dit bah, les gars, il regarde un petit peu tout ce qu'on a fait, il dit vous n'avez pas d'attaché presse en fait, il vous manque une attaché presse. Et j'avoue Ok. que cette carte-là, à ce moment-là, elle est sans être le mot, j'avais déjà entendu, mais je comprends pas à quoi ça À sert. quel point tout c'est ça, ouais. important. Et je me dis, ouais, pourquoi pas, machin. Et là, en gros, il me dit, ben ouais, par contre, c'est 2500 balles pendant 6 mois, toi. 2500 balles par mois. Je fais, ah ouais, mais C'est un budget. Je dis, ok, Ouais. mais c'est impossible, en fait. Et il me dit, ouais, mais c'est ça C'est les le prix, prix, et puis ça marche comme ça, et puis machin. Et du coup, tu te dis, ouais, ben, on n'y arrivera jamais, en fait. Et on arrive mi-janvier 2020. Ok. Et- Par toutes les connexions qu'on a, on arrive à avoir les autorisations par le ministère de la Défense brésilienne le ministère de la Défense du Brésil, pardon. Ouais. On arrive à... Faut le recouper ça, pardon. Excuse-moi. Non, t'inquiète. Vas-y. On arrive à avoir les autorisations du ministère de la Défense du Brésil de sauter au-dessus de Copacabana. Ok. Donc, truc de dingue. Parce que c'est Ouais. vraiment... Il y a eu des sauts qui se sont faits pas loin de Rio, mais au-dessus de Rio, c'est hyper dur. Parce qu'il Ouais, y a c'est- l'aéroport international. Spot de ouf. Ouais, spot de ouf, autorisation de ouf. Et parce que j'étais aussi dans la recherche de faire des trucs un peu... Des nouvelles expériences. bankable, non, Ah pour les oui. médias. J'essaie de trouver des trucs que les médias allaient dire, ah bah ça c'est... Ça, Ok, c'est incroyable. l'Australie c'est nul, mais ça c'est bien. Tu vois, j'en Ouais. sais rien. Dans mon imaginaire, j'essaie de trouver un truc plus ouf. Et on arrive à faire ce truc-là. Donc on avait 3 sauts possibles, 3 matins d'affilée. Donc c'est juste un saut par jour à 5h30 du mat. 3 Ok. matins d'affilée. Et grâce à un copain, Luigi Cani, celui qui a le record du monde du saut avec la voile la plus petite, Ok. on arrive à avoir Globo TV qui va venir faire le reportage sur nous. C'est vraiment la C'est grosse chaîne de télé Du brésilienne. Brésil. Ok. Ouais, c'est vraiment la grosse. Et ils viennent, c'est super. Donc en plus, c'est ces fameux genres de saut comme en compète. Hein, tu peux pas le rater. Hein. Oui, C'est-à-dire que si tu le rates, t'as one shot. Hein. Tu Mais t'as poses tout l'image appris quand par t'arrives. cœur. Ouais, mais je veux enfin, dire, donc on répète le saut. On s'était entraîné à São Paulo juste avant. Mais c'est pas en détente, quoi. Mais c'est pas Genre, en détente, T'as quand ouais. même un peu cette pression. On saute on est à 3000. Le mec peut nous monter à 3100, 3002. Donc c'est pas les 4000 qu'on a d'habitude. Faut Ouais. que le saut il soit plus rapide. En plus,
il peut nous mettre, il veut nous mettre 40 ou 50 nœuds, mais il veut pas nous mettre trop parce qu'il veut pas traverser la plage. En plus, on est un peu au-dessus de l'eau. Enfin, Ouais, il y a plein de critères. Il y a plein de trucs et du coup, et en plus, il faut que ton saut il soit réussi parce que la télé qui t'attend en bas, tu vois. Donc c'est un gros truc, tu vois. Ouais, clairement. Et au passage, ça coûte hyper cher parce qu'il faut que tu payes tout le monde. Il y a personne qui vient payer l'hélico, payer le billet d'avion pour ton vidéoman, payer. Ça coûte un budget. Ça coûte 6 000 € ce truc. Ok. Le saut, voilà. C'est un bon budget. C'est un bon budget. Donc on fait ce truc-là en disant bah ça y est, là ça va marcher. Ouais. Donc et on revient avec ça, avec les connexions qu'on commence à avoir en France, et puis on envoie même à la Fédé le truc. Hein. Et pareil, c'est le bide, Silence tout le monde s'en complet. fout. Okay. Tu fais ah ouais, putain mais c'est chaud. Et donc je rappelle Max, mais je suis au bout là, je lui fais bah écoute, on vient de faire ça. Équipe de France, championne du monde en titre, qui saute au-dessus de Rio, filmé par Globo TV, je peux pas faire mieux. Là, Oui, en termes de pur événement, de faire, content, t'es au max de ce que je peux me rappelle fournir, même que je lui dis, à part sauter à poil sur la lune, je sais plus quoi faire, tu vois. Et donc, il se rend compte que, tu vois, que je suis au bout du truc, et il me dit, attends, bouge pas, j'ai peut-être une idée. Et il me rappelle effectivement, 5 minutes après, il me dit, j'ai trouvé une boîte à Paris. Ils ont ouvert leur propre boîte, donc ils viennent juste de commencer. Et eux, ils te font moitié prix et ils sont prêts à faire que 2 ou 3 mois. Pour attacher de presse. Ouais. Ce qui est hyper rare. Okay. Il me dit fais comme tu veux, mais voilà. Je pensais même pas qu'il ferait un truc aussi bien, donc si j'étais toi, je ferais ça et tu verras, ça sera la fin de tous tes problèmes, quoi, en gros. Tu vois. Ok. Et je dis à Keren, bon bah voilà, financièrement, c'est qui tout double, faut encore en remettre, qu'est-ce qu'on fait, toi? Et elle dit, bah, de toute façon, c'est toi qui décides, hein, parce qu'elle comprenait rien à tout ce. Tous les trucs de médias et tout. Et elle trouvait que ça aboutissait jamais, quoi. Et je dis, écoute, on va faire ça, comme ça on saura définitivement si on abandonne ou si. Voilà. Et effectivement, c'est vraiment la carte magique parce qu'en 48 heures, ça a tout ouvert. TF1, j'ai vu, enfin, t'es passé limite sur toutes les chaînes. Mais surtout, alors, on a adoré faire TF1, M6 et l'équipe. C'était vraiment génial parce que les équipes sont géniales, en fait. Donc, c'était trop bien de pouvoir partager avec eux et de faire des reportages de plus ou moins longue durée avec eux. Mais c'était marrant d'avoir enfin la tribune et Nice Matin, tu vois. Ouais. Parce que les mecs, d'un coup, ils sont là, bah ouais, passez comme vous voulez, tu fais, bah. Bizarre, les gars, on est passé il y a quelques années, là, ça a pas ouvert la porte. Ouais. Donc là, j'étais content. Ouais. Et donc voilà, ça a enfin pu, finalement, juste finir d'installer tout ce qu'on avait fait. C'était juste dire, bah tiens, Karen et Greg, ils existent. En 10 ans, ils ont fait tout ça. Aujourd'hui, ils en sont là. Voilà. Donc c'était. C'est un peu de reconnaissance. Tu te dis enfin, on en parle, quoi. Ouais, c'est de la reconnaissance, mais. La reconnaissance, c'est sympa, mais normalement, tu l'as déjà. Toi, on est très bien entouré, on a des super bons potes, on l'avait déjà. Genre des gens qui ont de l'importance pour nous. C'était bien, d'ailleurs, on était contents. Ouais. Ce qu'on voulait maintenant, c'était que ça soit vu. C'est-à-dire que pour nous, c'est tellement du travail. Toi, c'est comme le patinage artistique. Toi, c'est tellement dur de faire ces enchaînements-là. Et en plus, on a de la chance de le faire dans des endroits tellement incroyables. Ça peut pas rester confidentiel. Pourquoi ? Tu vois, ça doit être. Donc, c'est pour ces séances-là, si tu veux, que j'étais content. Je dis, ça y est, c'est dans ces endroits-là. Enfin, il y a des gens qui vont tomber dessus. Ça y est, des jeunes, ils vont dire, ah tiens, ça existe. On a mis, si tu veux, la première pierre médiatique du truc. T'as senti un peu une différence où c'est comme. Enfin, ça reste trop peu d'intervention pour vraiment faire bouger les choses. T'as vu qu'il y avait plus de gens qui vous contactaient, qui s'intéressaient ou. Ça restait lentement, mais en tout cas, on avait une espèce de confiance, de légitimité. Ouais. Voilà, si tu veux, là, on pouvait se permettre, par exemple, bizarrement, pas dans les 2-3 mois qu'on suivit, mais 6-7 mois après cette campagne médiatique, parce que du coup, on est monté à Paris 2 semaines d'affilée à faire un max de trucs. Ouais. Mais donc, passé un petit moment, on pouvait se permettre d'envoyer un journaliste ou quelque chose. Il allait pas ne pas répondre ou nous jeter, tu vois. Ok. Il allait dire, ah ouais, vous êtes ces gens-là. Vous êtes apparu sur. Ouais. Il y avait quand même un espèce de respect enfin qui se faisait. Et j'ai vu que vous avez commencé aussi à faire des sauts avec des personnalités publiques. Bah, tu parlais Philippe Lachaud ou même genre récemment, le Tristan, le youtubeur. Il est youtubeur, ouais, il y en a eu plein. Et enfin une énorme liste même d'humoristes et tout. Est-ce que ça c'était un peu dans la même démarche de faire connaître le sport avec des personnalités publiques, et est-ce que c'était plus simple même de les contacter vu que vous aviez j'allais dire cette street cred, mais cette légitimité? La street cred, j'aime bien. Alors, tout s'est fait progressivement, et c'est ça qui est marrant, c'est que à chaque fois, quand tu me demandes, là, dans 1 an, je peux pas te répondre parce que ça évolue sans arrêt. Donc, à l'époque, ça y est, on a instauré dans les médias français, en tout cas, on est apparu au moins une fois. Donc, ça y est, ça fait du bien. Okay. Et là, on continue à dire maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en avant
certains spots, certains trucs. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait une grosse équipe de tournage si on voulait faire, par exemple, Rio. Si on voulait vraiment que ça passe à la télé, tu vois, il faut partir avec une équipe de France, en fait, une grosse équipe. Donc, qui s'occupe de tout filmer, tout, la logistique. Et qui vont eux-mêmes faire le montage comme avait fait Globo TV. Mais là, il manque. On n'a pas encore cette légitimité pour faire ça. Ouais. Donc tu dis, ok, ça, on va arrêter de faire les sauts incroyables dans le monde entier. On avait fait Chichen Itza, pareil, il n'est jamais sorti le montage parce que clairement, on va le vendre à personne, tout le monde s'en fout. Ouais. Donc si tu veux, on s'est dit, on va arrêter parce que ça coûte une blinde et personne ne le voit. Il n'y a pas beaucoup de résultats. Il faut prendre le temps de le faire différemment. Donc, on a continué à faire d'autres choses qui marchaient. Par exemple, on a été invité à sauter sur les pyramides. Ça, c'était super bien. D'ailleurs, au tout début, la première fois, on pensait que c'était un fake news, fake invitation. Tu vois, on dit c'est pas possible, on va pas sauter sur les pyramides. Tu vois. Donc ça, c'était une dinguerie. C'est vraiment une folie. Enfin, faut en parler. Et je te raconterai comment ça s'est passé exactement l'invitation. C'est une anecdote en elle-même qui est dingue. Et la première année, donc c'est juste 3 jours les autorisations de saut, c'est très court. Ouais. Mais on y va vraiment pour faire des photos et des vidéos pour l'entité Skydive Egypt pour que ils aient justement toute une base de données, de belles images et de photos pour faire après de la promotion de leur event tous les ans. Parce que tous les ans, ils font ça, début novembre, 2-3 jours de saut sur les pyramides. Ok, trop bien. Et donc la première année, c'était vraiment comme pur pour eux. Ils nous faisaient venir pour ça. Ils nous ont invités une deuxième année, donc on disait super, ça continue, trop bien. Et du coup, ils nous ont dit, si vous voulez, on aimerait bien que vous occupiez des groupes qui viennent, parce que les gens, ils viennent du monde entier maintenant. Et du coup, ils sont contents de savoir que vous êtes là aussi, ils aimeraient sauter avec vous. Du coup, c'est un petit peu... C'est génial, ça. Ouais, oui, clairement. Alors, ça fait une promotion hyper positive, mais qui reste que dans la niche du parachutisme. Et c'est déjà très bien. Donc, on a fait ça la deuxième année. Et moi, j'ai commencé à mettre en place à Paris les iFly VIP. Ok. J'appelle ça les iFly VIP Session, là. Donc, en fait, j'invite des personnalités, c'est souvent des gens qui habitent à Paris, à venir un matin, en dehors des horaires ouverture publique. Donc, 2 ou 3 personnes à la fois, max, tu vois. Mais du coup, comme ça, on a le temps de parler, d'échanger. Ils sont pas dans une classe avec plein de gens et tout, ils sont à la cool. Ouais. Et c'est du one-to-one, c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus intimiste. Et ils aiment bien, tu vois, du coup, ils disent quasiment tout le temps oui. Donc, j'ai commencé à faire, faire venir plein de personnalités pour ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, je peux faire peut-être un copier de ce truc-là avec l'Égypte. Donc, je demande à l'organisation égyptienne, si jamais vous continuez à nous faire venir, est-ce qu'il y a 5 ou 6 sauts à chaque fois en Égypte, et le premier, c'est tout le temps un saut de reconnaissance. C'est-à-dire, on demande aux gens de ne pas faire des gros groupes pour s'habituer à cet avion qui largue très vite, qui est très gros, au-dessus des pyramides que tu n'as jamais vues de ta vie pour de vrai. Donc, il y a déjà tellement d'informations à gérer, tu ne vas pas faire un saut compliqué. Voilà. Et donc, ce saut-là, on n'a pas besoin d'être là, si tu veux, à gérer un groupe. C'est pas intéressant qu'on s'occupe d'un groupe à ce moment-là. Donc ce saut numéro 1, il est disponible pour nous en fait. Donc je demande à l'organisation, est-ce que je peux faire venir un VIP à ce moment-là juste pour le saut numéro 1. Et puis ils ont dit oui tout de suite. Hein. Dit, pas de problème. Donc moi ça me permettait de pouvoir proposer en plus ça, si tu veux. Et du coup, tant qu'à faire à des Français, si vous voulez, voilà. Donc dès le début, on s'est trouvé dans cette situation en fait. C'est bien d'en faire venir 2. Parce qu'en fait, une fois que la journée est lancée et que les mecs ils ont commencé à sauter, autant faire 2 sauts dans la foulée. Donc on est venu avec 2 VIP dès la première année, puis on a dit on va garder ce format-là. Mais à la base, j'avais négocié que pour 1, tu vois. Donc la première année, on part avec Paul Taylor et Verino, donc 2 humoristes. Ouais, trop bien. Et génial. Et en plus, il fallait avoir de l'humour la première année parce qu'on mettait en place tout, donc il y avait rien qui était vraiment prêt. Donc c'était génial que ça tombe les humoristes, c'était parfait. Et très bon souvenir. Et puis du coup, on a continué sur la lancée. Donc la deuxième année, j'ai fait venir justement Patrick Beau et l'écrivain Bernard Werber. Alors ça, c'était pareil, c'était expérience incroyable, extraordinaire de partager avec eux parce que c'est des gens qui ont une culture incroyable et qui étaient déjà et forcément très intéressés par l'histoire égyptienne. Et ils étaient vraiment enchanté déjà d'être invité à venir en Égypte, et puis en plus pour faire un truc de fou comme ça, quoi. Vous, ça vous fait rencontrer des gens peut-être que vous admirez et tout, et eux, ça leur fait vivre une expérience de... Enfin, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour tout le monde, et puis Skydive Egypt, ils sont hyper contents parce qu'ils voient bien la publicité positive qui se dégage avant et après ça, donc c'est super bien. Et l'année dernière, donc c'est monté encore au niveau d'un cran parce qu'on a 2 youtubeurs qui sont venus. Je dis monter d'un cran pas au niveau des VIP, mais au niveau du médiatique, parce que ils sont hyper forts en médiatique. Oui, ça, ils vont répandre le. C'est leur métier.
Et donc voilà, 2 youtubeurs qui sont venus. Donc on a Tristan et puis du coup Charles et Mélanie, parce que Mélanie elle a accepté de faire un tandem. Donc elle s'est rajoutée au truc. Mais on a voilà, Charles et Tristan qui sont venus faire un projet chacun avec nous sur l'Égypte. Et du coup, comme eux, je pouvais m'en occuper plus tard pendant le stage, ils me prenaient pas mon premier saut. Donc je me suis permis d'inviter une autre personne. D'ailleurs, il faut que je fasse gaffe parce qu'en avis, ce qu'il y a des Egypte, ils sont en train de voir que j'amène de plus en plus de... Non, mais il y aura 10 personnes qui parleront tous français. Donc j'ai fait venir une troisième personne et c'était notre ami astronaute Jean-François Clairvoy. Donc pareil, ça c'était... trop bien, une dinguerie, même pour nous de pouvoir lui proposer ça, c'est un honneur, une chance, un privilège de pouvoir proposer ça. Tiens Jean-François, ça te dirait de sauter sur les pyramides? Oui, on y va quoi. Le message est incroyable alors que le mec, il est parti 3 fois dans l'espace. Donc normalement, le mec, il a fait tout ce qu'on pouvait faire de badass dans la vie. Et il a dit oui tout de suite. Ouais, tu te dis, il a tout vécu, mais en fait, c'est trop une expérience de fou, quoi. Ouais, non, mais c'est dingue. Donc voilà, dans cet itinéraire, tu vois, médiatique qui est pas inscrit à l'avance, tu vois, qui est pas écrit à l'avance. Donc voilà, on a compris, il fallait une attachée presse. On a compris que c'était bien d'aller à l'encontre aussi d'autres artistes. Donc les fameuses iFly VIP. Parce qu'encore une fois, c'est justement pas que des sportifs non plus. Des fois, c'est des sportifs, mais ça peut être des artistes, des musiciens, des acteurs, des humoristes, il y a de tout. Et puis dans ce truc, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi les inviter à venir vraiment sauter. Ils disent pas tous oui, mais c'est bien déjà de les inviter à le faire. On a un ami aussi, Seb Carbier, qui a ouvert la structure Skydive Monaco. Alors ça, c'est pas tout le temps, mais il est capable d'obtenir plus facilement qu'avant des autorisations de saut sur Monaco. Donc maintenant, c'est une deuxième... étape pour opportunité. Une excuse de saut super cool à faire à certaines personnalités. Donc voilà, si tu es une personnalité, appelle-moi. non, mais c'est génial de pouvoir faire ça parce que comme tu l'as très bien dit, tu t'en partages, c'est gagnant pour tout le monde. Tout le monde, tu partages ça rajoute de la choses. visibilité, t'as en fait tellement de points positifs. Donc voilà, notre planning, il est rempli maintenant de ça. C'est-à-dire qu'on continue à faire un peu de compète. C'est plus de l'indoor maintenant que de l'outdoor parce que les temps de préparation sont beaucoup plus courts. Et on continue à faire les records nationaux, européens et mondiaux. Et les inaugurations de souffleries, les inaugurations de clubs de para, parce qu'il y a des centres de para aussi qui continuent à s'ouvrir. Et puis, on se met à faire de plus en plus de collaborations comme ça, indoor et outdoor, avec des personnalités pour publiques. faire du contenu et tout, à la fois pour vous, pour le sport. Donc, il faudrait qu'on prenne le temps, c'est les conseils de nos amis youtubeurs, il faudrait qu'on prenne le temps de faire des trucs hors para. Et c'est vrai que ça, on n'a pas créé de temps. Un peu. Alors, en fait... Oui, puis même de la mise en situation dans des univers qui sont pas les nôtres, dans des domaines qui sont pas les nôtres. Par exemple, pourquoi il y a une communauté qui suit, enfin souvent, pourquoi il y a une communauté qui suit certaines personnes, c'est parce qu'ils ont l'impression de vraiment les connaître, tu vois. Tu dis, putain, moi je veux suivre ce mec-là parce que il m'a montré quand il a peur, quand il est content, quand il se marre, quand il machin, j'ai l'impression de le connaître, tu vois. Oui, c'est ça. Émotionnellement, j'ai vécu plein de trucs à travers les vidéos qu'il poste. Tu t'impliques vraiment dans la personne. Et nous, malheureusement, parce qu'on n'a eu aucune éducation là-dessus, mise en garde dessus, on poste que des trucs impersonnels. Et c'est toujours le cas, on a du mal à faire le switch, à se désorienter. Tu vois, si tu vas, alors sur nos pages Facebook c'est un peu mieux, mais sur nos pages Instagram c'est hyper pro, hyper balèze, machin. Oui, c'est des vidéos bien montées, quoi. Avec une bonne musique de fond et tout. Et voilà, c'est très léché, ça correspond un peu, j'espère, aux algorithmes, mais ça ne te crée pas une communauté. Donc il faudrait qu'on prenne le temps d'aller faire des choses où on sort de notre zone de confort, du coup, en tant que parachutiste sportif, et qu'on aille faire d'autres trucs. Et là, on créerait, j'espère... Vraiment se développer pas un personnage, mais développer une personnalité publique, devenir une personnalité publique. Voilà, qu'on soit filmé en train d'essayer un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà. Donc il faut, là, c'est l'étape d'après, c'est arriver à faire ça. Et ça peut être très drôle en plus. Moi, j'ai hâte de faire ça. C'est une expérience encore, quoi. Si tu veux, j'avais prévu, c'était un mini... c'est un peu... J'ai totalement pris ça sur Hugo Décrypte. C'est des questions où tu réponds oui, non, en un mot, très rapidement. Mais c'est hyper dur. Donc là, des questions très rapides. C'est qui pour toi le plus grand sportif français? Français? Ouais. Waouh! Ou monde, si t'en as un. Alors j'ai envie d'en sortir un que personne va connaître. Vas-y. Je voulais dire Patrick de Gaillardon. Ok. Parce que très peu de gens connaissent. C'est un parachutiste qu'on a perdu en 98, mais c'était le seul qui avait compris. J'espère avoir compris autant de choses que lui, tu vois, à la fin de ma vie.
Il avait compris qu'il y avait la promotion du sport à faire avec la compétition Ouais. et à faire rêver les gens. Toi, c'est le premier Il à avait avoir associé les mais deux vraiment. son parcours de vie, il est dingue. Donc c'était le premier à faire de la wingsuit dans le Grand Canyon. Ok. En plus avec un matériel trafiqué, Ouais, à moitié l'époque, base jump, moitié c'était- machin, mais c'était de la folie. Il a trouvé un endroit, je crois que c'est au Mexique, où il y a un trou dans le sol. Et Ouais. ça fait une caverne un petit peu en forme de bouteille d'orangina, tu veux, Ouais. de 300 mètres. Et donc, Et il passait dedans. donc il s'est entraîné à sauter en base jump du bord. Et après, Mhm. il a trouvé un hélicoptère et il est parti à 600 mètres au-dessus du trou pour passer en vitesse de chute libre dans le trou. Non, Le mais malade. c'est Mais- juste des ouais, exemples non, de oui. tout ce qu'il a fait. Et, il a fait du sky surf au pôle Nord. Je parlais avec Bruno Brocken qui l'a filmé il y a pas très longtemps d'ailleurs. Il nous racontait, mais c'était l'enfer parce que Incroyable. leur truc Ah non, était gelé ok. et que leur casque ils n'arrivaient pas à fermer leur visière et tout. Donc ils ont fait ça, du sky surf au pôle Nord. Ils ont fait tellement de choses, du sky surf à deux. Ouais, que des à trucs Hawaï. extrêmes. Que des trucs de fou, dingue. Il avait déjà trouvé le sponsoring avec Sector, les montres et tout. Il était parti pour. Si on Ouais. l'avait pas perdu, ce mec-là, je pense que le sport aujourd'hui serait serait souvenu, beaucoup plus développé. Et ça se trouve, nous, on aurait déjà eu peut-être pas des salaires, mais on aurait été déjà dans une autre dynamique. Ouais, il aurait vraiment participé à faire connaître le truc. Ouais, donc j'ai envie de dire lui, même s'il est pas très connu en sportif, Patrick de Gaillardon, ouais, clairement. Ok, très bien. Mike Horn te propose une expédition en Antarctique. T'acceptes? Ah oui, mais de ouf. Direct? Mais de ouf. En fait, Ok. la fin de la phrase, elle est pas utile. Mike Horn te propose. Ok, direct. j'accepte. Non, j'adore son mindset de jamais lâcher. Et puis De faire l'impossible. Et ouais, moi j'adorerais faire n'importe quoi avec lui parce que à Mais mon c'est- niveau en tout cas, j'essaierai de pas te décevoir. Donc juste ça, Ouais. ça peut te mettre bien dans la merde, je pense. Oui, Pas oui, vouloir mais- décevoir. Je pense qu'il te fait faire des trucs, tu regrettes peut-être un Ouais. peu après. Est-ce que t'as eu du coup des rivaux, des gens que tu voulais absolument battre? Sans forcément citer de nom. Ah, dans le para du Dans coup le para, ouais. Battre. Ah ouais, non. Non, jamais? Non, parce que je trouve que ce qui est dommage de battre. Alors, peut-être dans les. Si j'avais continué une carrière dans le karaté ou dans la Ouais. boxe, peut-être qu'il y a des. Rivalité qui se Ouais, crée et peut-être que tu tout. peux dire, putain, lui, j'ai envie de le battre parce que machin et tout. Mais dans le sport artistique, on prend tous, si tu veux, un chemin un peu différent. Donc, Ouais. il y en a qui vont mettre plus de tel ou tel style dans leur façon de voler. Donc, arriver à gagner parce que tu arrivé, comme je t'ai dit, à réunir plus de paramètres qui fait que le résultat final, Et mieux. il est mieux, d'accord. Mais battre quelqu'un, dans notre sport, en tout cas, ça a veut rien pas dire. d'intérêt. Ouais. Parce que tu vas pas le battre en fait, tu vas juste faire mieux que lui d'une manière générale. Mais chacun fait un truc différent. Ok. C'est comme battre un musicien, tu vois. Si t'as un mec en piano qui bat un guitariste, tu Lui, vas ça dire, a pas bah, trop de sens. ouais, tu vois. Je Donc, vois. non, on n'a pas ça dans Ok. le sport. Est-ce que le rouge, c'est la meilleure couleur? De ouf. De loin, par rapport à Non, toutes j'aime les- beaucoup le bleu parce que le bleu c'est l'univers, c'est l'eau, Ouais. l'eau et le ciel, on est tout le temps dans le bleu. Mais j'aime bien le rouge pour se déplacer dans le bleu. Ok. Ça va? Ah, ça me va totalement comme réponse. Est-ce que tu as déjà joué dans un film ou fait des cascades pour un film du coup On a fait 2-3 trucs, ouais. La toute première fois, c'était un clip pour des Australiens Ouais. de Presets. Je sais pas s'ils sont connus pour les Européens. Donc c'est des mecs qui font de l'électro un petit peu en Australie. Et ils voulaient des scènes de chute libre et ils voulaient qu'on ait leur visage. Donc ils avaient fait mais c'était un peu grossier. Hein. Ils avaient Ouais. fait leur tête. Si vous Ah, avez- en... en silicone un peu, mais Ouais. c'est à une dizaine d'années, donc c'était pas ouf par rapport à ce qu'on fait Oh, aujourd'hui. Non mais tu vas rigoler. Si vous retrouvez la vidéo, les gars, vous allez voir, ça fait plus flipper qu'autre chose. Hein. Parce qu'on dirait des poupées de cire comme ça, genre. Donc c'était un peu ouf comme truc. Et, Comme expérience, ouais. et sinon, pour des films, Karine, elle a tourné dans un film, Mon bébé, ça s'appelle. Ouais, on est sollicité de temps en temps, mais si tu veux, on n'est pas au bon endroit. L'Europe, c'est pas l'endroit où ça tourne, ouais, où c'est ça tourne. plus États-Unis. Ouais, je pense que tu as encore le lien. C'est un des trucs qui est lié avec le parachutisme, c'est que malheureusement, à l'échelle de l'Europe, Ouais. le parachutisme, et c'est un truc inconscient que tout le monde a, c'est depuis que t'es né, c'est parachute, anti-chute, c'est-à-dire que c'est des militaires ou c'est des fous, C'est des associé au cascadeurs. danger. Ouais, c'est un peu dangereux. ouais. Et au niveau d'info, la news que t'attends en parachutiste, c'est le mec, le parachute c'est pas ouvert ou il s'est craché dans un arbre. Ouais. C'est presque ça la news que t'attends. Alors que ça arrive plus du tout maintenant. Exactement. Enfin, c'est... Et dans les pays anglophones, et du coup Ouais. les États-Unis clairement en font partie, c'est du skydiving. Tu vois, Ok. c'est pas du parachutisme, c'est skydiving. C'est Et du comme coup, c'est scuba diving. présenté beaucoup. C'est beaucoup plus fun, Ouais. c'est beaucoup plus frais, c'est un sport, c'est machin. Et là, du coup, ça peut beaucoup plus facilement être intéressant, intégré dans des pubs, dans des films, dans des machins. Ah, c'est Ok. cool, c'est du skydiving.
Oui, Et, t'as cet aspect où c'est rendu beaucoup plus populaire, plus que promulgué pour son danger ou des trucs Et comme puis ça. même, c'est un pays quand même qui est plus jeune au final. Les États-Unis, ils ont pas eu. Nous, on a eu tout le temps de guerre, tu vois, Première, Deuxième Guerre mondiale, les parachutistes qui venaient dans les Dans les tranchées. pour la France libre, Ouais. tu vois. Enfin, mine de rien, on Il a y a tous une ces histoire clichés là. qui- ouais. Il y a toute une histoire qui fait que le parachutisme, c'est forcément un truc dangereux ou un truc de fou ou l'armée, quoi. Donc Ok. pour se désaffranchir de ça, il faudra beaucoup d'années, je pense. Ouais, bah, j'espère que un jour on pourra se défranchir de ça Ouais, et que tu pourras Mais on va tourner essayer dans d'aller aux plein de US films. justement. On va essayer d'aller aux US pour faire ça. Ça peut être bien. Un petit film à Hollywood, ça ferait plaisir. Question un peu random, c'est quoi ta lettre de l'alphabet préférée? Waouh. Allez, Z. Z, ok. Prise de risque. Et c'est quoi la plus grande qualité à avoir pour un sportif de haut niveau? Bah, maintenant, je t'aurais pas Ouais. dit ça avant. Avant, je Ok. t'aurais dit la puissance, l'engagement, en fait, tout Ouais. machin et tout. Mais c'est de se connaître. C'est compliqué à expliquer. Savoir ses limites, l'introspection. Alors, si c'est savoir ses limites dans le sens où se connaître, oui. Si c'est pour se contenter de ça, non. Tu vois, Ah oui, je non, fais c'est, super attention à chaque fois au vocabulaire. C'est très difficile d'ailleurs d'expliquer avec des mots les idées. Mais pour moi, quand tu te connais, Ouais. c'est là où tu peux faire les meilleures perfs. En tout cas, celles dont tu seras le plus fier. Parce que du coup, tu es honnête vraiment avec toi-même et du coup, tu vas pouvoir combler tes points faibles, même Ouais. aller renforcer même des points forts, les utiliser pendant l'effort ou quoi. Enfin, pour moi, c'est se connaître qui fait la grande différence. Et aller à la rencontre de soi-même, c'est hyper dur en fait. Et Ouais. si tu fais pas de compète, je pense que si t'es pas vraiment en dehors de ta zone de confort, mais longtemps, Tu te rends pas compte de. j'ai pas trouvé j'ai cassé les clés, j'ai dû dormir dehors, non, ça suffit pas, toi. Oui. Si vraiment t'es pas dans la merde très très longtemps ou si tu fais pas beaucoup de compètes, t'arriveras pas à te connaître. Et Bah, c'est tu que dois quand être tu te plongé connais, dedans. à mon sens, hein, et c'est que quand tu te connais que là tu peux faire encore plus, quoi. Tu peux te dépasser. Ouais. Ok. Et dernière partie, là, je vais juste te dire des mots et tu me réponds par un mot qui te fait penser. Choucroute, nunchaku, n'importe Ouais, quoi. voilà, n'importe quoi. Parachutisme. Free fly, Ok. Compétition. or, France. victoire, Karaté. noir, Ok. Marine. capitaine, Réseaux sociaux. Instagram, Ok. Peur. espace, Fierté. France, Et enfin, sport. parachutisme. Ok. Très bien. Bah écoute. Tu vas l'envoyer à une psy? De quoi? Ouais, là, c'est comme le truc des tâches. J'ai toute ta personnalité grâce à ça. Excellent. Bah écoute, du coup, si tu veux, t'avais un truc à dire, donc si tu veux faire un dernier mot. Ah oui, bah j'aime bien en tout cas conclure comme ça. Non, c'est pour donner aux gens l'envie de faire du para. Parce que c'est pas facile et pour des raisons évidentes, ça fait peur de Ouais. monter dans un avion, la chute libre, tout ça. Et aujourd'hui, on a vraiment mis en place une procédure pour faire des baptêmes de chute libre qui est hyper rodée. Le matériel est devenu super trustable, je sais plus comment on dit. C'est, enfin, Sécurisé. Ouais, c'est ça. Ah, je suis désolé, je vais balancer une Vandame là, je vais le payer cher ça. Ouais, je l'ai pas non plus. Tu Ok, vois, vas-y. personne là, c'est très bien. Non, mais voilà, c'est devenu super safe de faire un saut en parachute. Vous allez aller dans n'importe quel centre de parachutisme. Les moniteurs de para, ils font 8 à 10 sauts par jour. Donc, c'est leur métier. Ils prennent pas de risques. Ils sont pas là pour vous faire peur ou quoi que ce soit. Au contraire, ils sont là pour que vous ayez envie de revenir. Donc, n'ayez pas peur d'aller faire un saut en parachute et d'aller découvrir ça, si possible en plus dans les beaux jours, pas besoin d'avoir affaire au froid, Oui. toi, tant qu'à faire. Et ceux pour qui c'est vraiment inconcevable, allez faire de la soufflerie, c'est l'outil parfait pour ça. Une fois, 2 fois, peut-être même plus, et peut-être qu'à force d'en faire, vous allez envisager du coup de sauter d'un avion, mais voilà, si vous arrivez un jour à faire ça, en tout cas, sauter d'un avion, vous verrez, ça change une vie. C'est génial. Franchement, je recommande fortement. Bon, j'en ai fait qu'un de saut pour le moment, mais sensation incroyable et testé par vous-même, vraiment, c'est une folie. Ah, yes. Et je voulais aussi, du coup, te remercier d'être venu. Et je voulais remercier La France qui gagne sur Insta, qui nous a mis en contact. Et allez voir son compte si vous aimez le sport, Yes. si vous aimez la France, c'est vraiment la réunion des deux. Donc, faites-vous plaisir. Merci Flo, merci la France qui gagne. C'est vrai, Ouais. merci, bien joué. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Ok. Comme ça.